Lumière pour lire vous propose un voyage dans un monde parallèle, une dimension divergente, abstraite, qui cependant possède sa propre réalité, sa propre cohérence. Il s'agit de l'univers incommensurable du roman. Le roman possède une sagesse intrinsèque, la sagesse de l'incertitude. C'est cette sagesse, difficile à accepter et à comprendre, que nous allons tenter de retrouver et d'acquérir. Car cette sagesse peut se révéler d'une grande utilité effective dans le monde réel. Ce faisant, la littérature devient plus qu'une distraction passagère. Alors, cheminons à la lumière d'une œuvre. Aujourd'hui, nous allons à la recherche de la sagesse cachée dans le roman de Georges Duhamel, Cris des profondeurs, publié en 1951. Né à Paris le 30 juin 1884, membre de l'Académie française, Georges Duhamel est tour à tour médecin, auteur dramatique, chroniqueur, essayiste, poète et romancier. C'est après la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il a œuvré en tant que commandant d'ambulance chirurgicale, qu'il décide de se consacrer entièrement à la littérature. C'est un humaniste moderne dont l'œuvre est marquée par une réflexion sur le progrès technique. Ses écrits, n'étant pas au goût des Allemands, furent interdits sous l'occupation. Il décède en avril 1966. Le titre est d'inspiration biblique puisqu'il est tiré du psaume 130 qui a pour titre, en latin, « De profundis », des profondeurs. Le titre s'oppose à l'incipit qui semble assez superficiel et porte essentiellement sur l'apparence du personnage principal. Le roman commence donc sur une ambiguïté. C'est un roman réaliste. L'onomastique et plus précisément la toponymie le montrent. En plus, le récit est ancré dans un contexte historique réel. Le roman raconte l'histoire d'une entreprise, d'une famille, d'un homme sous l'occupation allemande. L'homme, c'est Félix Tallemant, la famille porte le nom de Dardaï et l'entreprise, c'est l'illustre maison Dardaï, Winterberg et compagnie, une usine de produits pharmaceutiques. Quand l'histoire commence, on est à Paris au printemps 1948. Le personnage principal, Félix Tallemant, revient sur les années précédentes et sur ses relations avec l'occupant et sur la manière dont il a géré cette crise pour faire en sorte que l'entreprise familiale ne périclite pas. Il y a deux narrateurs pour faire ce récit. Le premier narrateur, plein d'humour et d'ironie, intervient dans l'incipit du roman pour présenter le personnage principal. On lit dans le texte. Il n'avait pas le type grec, comme disait sa mère jadis, en le comparant à Didier, son demi-frère. Il avait le front quelque peu resserré, le nez trop gros. Pouvait-on dire gros? Non. Ce nez était plutôt lourd et busqué, comme celui de... Non. C'était là quelqu'une de ces pensées extrêmement désagréables et qu'il était préférable d'écarter tout de suite. La mandibule était un peu trop pesante aussi, et le menton trop saillant. Mais tout cela sans graisse, attention, parce que lui, il était maigre. Il souffrait de l'estomac, et cela devait se voir. Son teint était peut-être trop jaune, mais il ne le celait pas. Il avait le visage bien rasé. Enfin, il avait des cheveux gris, à peine gris et bien drus. Ce n'était pas comme ceux qui, dès la jeunesse, enfin, il n'avait que 55 ans. Ce premier narrateur est hétérodiégétique, il est omniscient et la focalisation qu'il adopte est une focalisation interne. Il n'interviendra plus dans la suite de la narration. Le second narrateur, c'est Félix Tallemant soi-même. C'est donc un narrateur homodiégétique et intradiégétique. Son style se veut sobre, précis et sans fioritures, mais rempli de clichés. C'est un témoignage d'auto-justification. Le roman oscille entre mémoire et journal intime. Interpréter ses sensations, ses réactions, leur donner un sens, est le but aussi de ce témoignage. Le personnage de Félix Tallemant est un type normal, mais plutôt antipathique. Assez orgueilleux, imbu de lui-même, un homme de son époque avec ses préjugés et ses principes bien arrêtés. Obsédé par le respect des règles, c'est un personnage assez rigide, sans habilité à l'introspection. Son monde émotionnel et sentimental lui reste assez peu accessible. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'a pas une grande intelligence émotionnelle.
Et vivant dans une France occupée par les Allemands, il va décider, ou plutôt il va se dire contraint de coopérer avec les nazis, avec l'ennemi. Comment son identité va faire face à cette épreuve? Comment conserver son estime de soi quand on se comporte comme un traître? Comment créer son automystification? Ou plus simplement, comment faire de la mauvaise foi un système de défense? On peut se tromper, c'était volontaire. Mentir, par contre, c'est volontaire, c'est intentionnel, mais mentir à soi-même, comment est-ce possible? Cri des profondeurs ou comment se mentir à soi-même? Félix Tallemant, en tant que narrateur, essaye d'établir un pacte de sincérité avec le lecteur, mais on a peine à le croire. Au début du chapitre 2, on lit « Naturellement, j'écris ces pages pour moi-même, pour moi seul et non pour qui que ce soit. Ce jugement que j'entends porter sur moi, sur ma vie, sur les gens qui m'entourent et même à l'occasion sur certains événements de l'époque présente, événements qui n'ont pas été sans infléchir telle ou telle de mes actions. Je ne dis pas de mes pensées. Ce jugement doit demeurer entre moi et moi, Félix Tallemant. Il commet l'erreur de se croire toujours transparent à lui-même. Il avouera plus tard, on n'est même jamais bien sûr de se comprendre soi-même. Félix Tallemant est rempli de principes, des principes qui créent un mur entre lui et les autres. On lit dans le texte, « Je veux être en règle, en règle, en règle, plus loin. Voilà, je suis irréprochable. » Ce n'est pas une forme de superstition, mais c'est plutôt ma religion à moi, Félix Tallemant. Objectif, être irréprochable. Plus loin. Il n'y a dans le monde aucun avenir pour la modération. Cette vérité loyale a pris à mon égard la vigueur et l'efficacité d'un axiome. Plus loin. Je suis partisan de l'ordre. Ma devise serait l'ordre avant tout. Félix Tallemant est donc un anti-héros. Il y a un énorme décalage entre son autoportrait, la façon dont il se perçoit, et la façon dont on le perçoit en tant que lecteur. Car ce qu'il professe en réalité, c'est un idéal de dureté, une dureté sans pitié. Ces principes le poussent à se couper moralement et affectivement d'autrui et le transforment, par leur rigidité, en un misanthrope assumé. La misanthropie est un vecteur de la mauvaise foi. La misanthropie crée un terrain propice à l'épanouissement de la mauvaise foi. Cette misanthropie se manifeste par un état conflictuel permanent avec autrui. Félix Tallemant est toujours en conflit avec les autres, même si ce sont des conflits larvés. Dans sa famille, avec sa femme et sa fille. Il méprise sa femme dont il dresse un portrait peu élogieux et qu'il présente comme une intellectuelle bavarde. Elle s'appelle Mélanie. Il décide de la rebaptiser Lani et il s'explique. Ce nom de Mélanie que j'ai tout de suite amputé a je ne sais quoi de vieillot, de démodé qui devait faire distinguer genre Second Empire. Félix Tallemant est un être égoïste, un égoïsme qu'il prétend être de l'amour, ce qui le pousse à désapprouver le mariage de sa fille Monique, son unique. On lit dans le texte. Mais je ne disais pas la plus obstinée de mes pensées. J'avais une fille. Ce n'était point pour m'en dessaisir en faveur de ce gringalet. Alors que ce dernier est mort à la guerre et que sa fille le pleure, Félix Tallemant dira « Voilà ma pauvre enfant, débarrassée d'un garçon sans intérêt et sans avenir. Voilà ma fille qui m'est rendue. » Sur son demi-frère, Didier Dardaille, Félix Tallemant n'a jamais de mots assez durs. Dans le portrait qu'il dresse de ce frère, s'exsude tout le mépris qu'il éprouve pour ce dernier. Quand on comprend qu'il le tue à la fin du roman, on perçoit rétrospectivement tout ce qu'il dit contre lui comme une déposition à charge contre la victime. On lit dans le texte. Mon frère Didier n'était pas tout à fait mon frère. Il n'était plus exactement que mon demi-frère. Didier Dardaille, d'après Félix Tallemant, est un sot ridicule, un lâche inconséquent, une âme pusillanime. Il sent mauvais. Mais malgré lui, on arrive à lire entre les lignes et à voir en Didier Dardaille quelqu'un d'aimable, de sincère, de généreux, un vrai patriote. Et même si pendant l'occupation, la position de Didier sur le plan pratique n'est pas très utile, pas très efficace, elle
reste néanmoins très différente de celle de Félix Tallemann et elle est infiniment plus morale. Orgueilleux et vantard, Félix Tallemann est aussi en conflit avec les gens du dehors, qu'il méprise royalement. Il appelle ses clients des palotins, des cinglés, des feuilles sèches. Ses collègues sont de pauvres types sans caractère et sans génie. Il parle du mépris universel dont je me suis fait une arme et aussi une protection. On se ment à soi-même en se percevant systématiquement comme meilleur que tout le monde, ce qui est naturellement impossible. Le mépris universel et le sempiternel sentiment d'injustice qu'il éprouve annulent la clairvoyance et la sagesse de Félix Tallemann. La misanthropie est un sentiment paradoxal, car comment peut-on réellement éprouver une haine totale pour le genre humain, une haine roborative, tout en réussissant à s'aimer soi-même en tant qu'être humain? Si l'on déteste ses congénères, si leur humanité rebute, comment tolérer la sienne propre? La misanthropie est d'abord une haine de soi qui génère des conséquences très négatives pour l'individu. Concrètement, quelles sont les composantes de la mauvaise foi? D'abord, on va adopter un certain nombre de comportements, d'attitudes, de pensées délétères pour les autres et pour soi-même. L'hypocrisie est pour Félix Tallemann une tactique. L'hypocrisie comme tactique relationnelle, ce qui l'amène à jouer un rôle, à dissimuler ses pensées. Je ne dis que ce que je veux dire. À mentir, par exemple, à des ouvriers de son usine qui veulent se mettre en grève. On lit dans le texte. Que voulez-vous? Soyez franc avec moi. Je ne suis pas l'un des patrons de cette maison, je suis un employé comme vous, malgré les liens familiaux. La famille n'a rien à voir ici, je suis l'un des vôtres. Il joue pour sauver les apparences. La misanthropie provoque la solitude. Vouloir vivre dans sa bulle hors du monde produit une solitude terrible qui facilite le penchant à se mentir à soi-même, puisque l'on demeure dans un monde essentiellement subjectif. Félix Tallemann n'a pas une vision interpersonnelle du monde. C'est une solitude protéiforme, solitude affective. Il se brouille avec son ami d'enfance, il ne peut se confier à personne sinon à lui-même. C'est aussi une solitude intellectuelle. On finit par tomber dans une réalité subjective qui produit une vision relativiste du bien et du mal. Félix Tallemann finit par penser que la réalité est une question de point de vue. Il développe une conscience sélective. On ment à soi-même quand on a plusieurs principes moraux référentiels contradictoires sur le bien et le mal. On va avoir une vision volontairement sélective du réel. On va entendre sans entendre. Lorsqu'il participe à piéger un collègue d'origine juive, Samuel Winterberg, pour le faire déporter, il dit ne pas avoir entendu ce qui allait se passer. Son interlocuteur, Abel Zamian, on y reviendra, lui cite cette parole de l'Évangile. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Félix Tallemann finira par reconnaître, eh bien, non, Zamian m'avait peut-être dit ce qu'il affirmait m'avoir dit, mais je n'avais rien entendu. C'est un aveuglement volontaire. La contradiction du personnage est évidente. Il dit « Je ne crois pas aux médicaments », mais il finit par en prendre. Il dit « Je ne crois pas aux médecins », mais il en consulte. Il fait partie de la tête de l'entreprise, mais il dit n'être rien ou presque. Insatisfait et revanchard, il critique sa patrie et adule l'ennemi. On lit dans le texte. Sachez qu'il n'y a pas un endroit qui soit à l'abri d'une police bien faite, telle que la police allemande. Il applique les principes des stoïciens tout en les niant. Ces contradictions ne sont pas perçues comme telles par l'intéressé. Pour se mentir à soi-même, Félix Tallemann doit se dédoubler, se scinder en deux, selon le mythe freudien de l'inconscient. Le dédoublement du personnage apparaît dès le début du roman, et cela va en s'accentuant. Félix Tallemann est le témoin de lui-même. Le moi est envisagé et décrit comme la personne d'autrui. Félix Tallemann scinde son être en deux. Cet éloignement entre le moi et le je sert de fondation à la mauvaise foi, car il n'est pas sûr de se comprendre lui-même. On lit dans le texte « Je ne m'ennuie plus, mais je demeure incompréhensiblement nerveux et susceptible ». Le personnage d'Abel Zamian que Félix Tallemann va rencontrer devient son double incarné. Félix Tallemann va être charmé par ce personnage et subir totalement son influence. Celui-ci va devenir son alpha et son oméga. On lit dans le texte. C'est pendant l'automne de cette année 1941 que je fis la connaissance d'Abel Zamian. Plus loin, je sentis se développer tout près de moi, à ma droite exactement, un phénomène imprévu. Je suis de formation scientifique et j'emploie le mot de phénomène
comme il doit être employé. Je vis parmi les techniciens. En vertu d'une vieille habitude, je m'efforce toujours de trouver à ce que je regarde ou à ce que je sens une explication rationnelle. Une voix venait de retentir à ma droite, et cette voix était assurément une voix humaine, mais une voix qui ne ressemblait en rien aux voix que j'entendais à l'accoutumée. Cette voix était somme toute faible, mais elle ondulait étrangement, tantôt dans les notes graves, et tantôt dans les régions où se meuvent les plus légères voix de femmes. Chose étrange, cette voix qui murmurait à mon oreille, et qui, je le compris bien vite, était celle d'un homme, semblait sortir non d'une gorge, mais du sol même. Elle montait. Je ne suis pas musicien, et je me crois insensible à ce que l'on appelle les séductions de l'art. J'ai d'autres soucis. Mais, à entendre cette voix, j'éprouvais un sentiment nouveau, dans lequel se mêlait une sorte de plaisir et un peu d'inquiétude. Pourtant, la voix en question était marquée par un indéfinissable accent étranger. Elle ne disait en outre que des choses très simples et sans importance. Les mots n'étaient pour rien dans l'action de cette voix, l'instrument seul, à ce qu'il m'apparut tout d'abord. Le phénomène inexplicable ici, l'homme à la voix de velours, a quelque chose de merveilleux ou de fantastique, phénomène que l'on ne parvient pas à classifier d'un point de vue rationnel, comme les horreurs de la guerre. Comment le soi peut-il faire face à l'effondrement moral provoqué par l'idéologie et les exactions des nazis et conserver son identité? L'occupation de la France par les nazis provoque un bouleversement extrême où chacun devra trouver son mode d'adaptation. C'est une épreuve pour l'identité d'un Français. L'occupation est une épreuve pour la sagesse de Félix Tallemann. L'angoisse s'efface pour laisser place à l'esprit de sérieux. Il va regarder l'extraordinaire au travers du prisme de la vie ordinaire, ce qui le conduit au pire. Pourquoi se mentir à soi-même? Parce que l'on commet des méfaits difficiles à concilier avec l'image que l'on a de soi. Le mal qu'il commet est la concrétisation de sa haine profonde, faire souffrir sa femme et sa fille, faire déporter Winterberg. Même si à la fin il sauve ce demi-juif, ce n'est pas parce qu'il était motivé par la pitié, mais plutôt par la peur provoquée à la défaite des nazis et à la réaction des Alliés contre les collaborationnistes. On lit dans le texte. À vrai dire, j'avais, au nom des laboratoires, travaillé pour les Allemands. J'avais envisagé l'établissement d'un ordre allemand dans le monde. Mais je n'étais pas assez bête, moi, Félix Tallemann, pour avoir écrit quoi que ce fût ou signé quoi que ce fût. Je n'avais surtout jamais exprimé mon opinion profonde en public. Ce qui commençait à grandir dans mon esprit, c'était une immense rancune contre ces vainqueurs à la manque, un immense mépris pour ces gens qui avaient tenu en main tous les atouts de cette partie prodigieuse, qui nous avait, car je n'étais pas le seul entraîné, séduit, convaincu, presque rallié à leur cause, et qui demain peut-être nous claquerait dans les mains comme des ballons de baudruche, comme des vessies pleines de gaz puants. Quand même, c'était trop bête, ce gigantesque avortement. Félix Tallemann assassine son demi-frère sous couvert de le soigner, sous couvert de lui administrer du sérum physiologique. Ces méfaits commis rendent nécessaire la production d'une auto-justification. Pour créer son auto-justification ou son auto-mystification, Félix Tallemann va d'abord travailler sur le sens des mots et sur la discontinuité entre la pensée, les émotions et les mots. Pour lui, la charité est égale à l'égoïsme, le plaisir, c'est le dévouement. Le décalage entre le mot et l'émotion montre que son être intérieur n'est pas toujours clairement exprimable. Félix Tallemann a de grandes difficultés à trouver le mot juste. Il ne sait pas exprimer ses émotions. En tout cas, c'est ce qu'il dit. On lit dans le texte. Je me sentais saisi de malaise, et pourquoi ne pas dire le mot, de douleur. Et cette douleur était d'autant plus pénible que je ne pouvais et ne voulais absolument pas l'exprimer, que j'étais tout à fait dépourvu des dons particuliers qu'il eût fallu pour l'exprimer. L'ennemi est un client, l'envahisseur, un visiteur. Félix Tallemann a toutes sortes de règles de langage. Une autre composante de la mauvaise foi est le fait de se tromper sur ses buts. Félix Tallemann prétend vouloir sauver l'entreprise familiale.
Il dit ne pas être intéressé par les grandes causes. C'est une fausse modestie réaliste. On lit dans le texte. La maison, comprenez l'entreprise, demande présentement un effort presque surhumain, un effort d'invention, un effort d'équilibre. Si je ne donne pas cet effort, qui le donnera? Félix Tallemann crée une alternative simplificatrice. On lit dans le texte. Et le choix est monstrueusement simple. Nous pouvons être avec les Allemands et même nous résigner loyalement à devenir Allemands. Sinon, il nous faut accepter d'être Russes et donc bolchevisés. Pour moi, le choix est simple. Oui, pour lui, les Allemands sont des clients comme les autres, des êtres admirables. Son attitude envers eux est pleine de complaisance. Ce n'était pas nécessaire. Il effectue un calcul inhumain. On lit dans le texte. Il m'apparaissait d'ailleurs, plus clairement de minute en minute, qu'il y aurait, en effet, quelque chose à tirer de cette extraordinaire histoire. Plus loin, je commençais, dans le secret de mon esprit, de construire un plan de bataille. Il se perçoit comme un héros, un modèle d'adaptation. Il prétexte de l'ordre reçu d'un supérieur pour justifier ses actes. On lit dans le texte. Les Allemands savent tout, mais rassurez-vous. Les Allemands exigent que je rachète moi-même ces 1000 actions. Plus loin. Je n'y tenais pas beaucoup, je dois vous l'avouer, mais j'ai dû m'incliner. Il s'invente des déterminismes factices. L'automystification de la mauvaise foi se caractérise aussi par des conflits psychiques. L'automystification dissimule un désir brutal de conformisme. Félix Tallemann veut ressembler aux Allemands qu'il admire. Il a la volonté d'imposer l'ordre là où il ne peut y avoir que du désordre dans l'âme. On lit dans le texte. J'aurais passé ma vie à imposer, coûte que coûte, un ordre sur mon bureau et partout. Je veux dire, partout où j'ai lieu de me manifester. Plus loin, il y avait quelque chose de détraqué dans ma mécanique mentale. Félix Tallemann ne peut faire l'expérience de ce qu'il n'est pas. Il n'est pas antisémite, il n'est pas un assassin. Il est un homme droit et de ce fait, il ne peut faire l'expérience de ce qu'il n'est pas et ainsi assumer ses erreurs. C'est un personnage double qui est atteint de toutes sortes de formes de duplicité, d'ambiguïté, de dualité, raison-sentiment, acteur, témoin, personnage narrateur, pharmacien anti-médicament, famille, solitude. Il maîtrise ses réactions, mais pas ses émotions ni leur survenance. Il doit racheter la faute du père. Il souffre d'un complexe d'infériorité. Il est habité par un désir de vengeance, d'une envie de prendre sa revanche, pour apaiser son sentiment d'injustice. En la circonstance pour lui, l'arrivée des nazis était logiquement une aubaine. Il s'explique. La faculté de faire des projets est incompatible avec cette perpétuelle crainte de la catastrophe. Enfin, que je le dise tout de suite, les affaires de la France me semblaient depuis bien des années conduites de façon déplorable. Nous étions menés au hasard par des hommes timides, sans conviction, sans caractère, dont toute la politique militaire consistait dans cette forme de lâcheté qu'on appelle la défensive. L'heure venue des catastrophes, un pays vigoureux ne se défend pas, il attaque. Un peuple digne de vivre ne construit pas des forteresses, il fait des chars, des avions et des sous-marins. En face de nous se dressaient des hommes résolus qui savaient ce qu'ils voulaient, qui possédaient un programme et l'exécutaient article par article avec audace et persévérance. Moi, Félix Tallemann, je pensais avec une fureur jalouse que ces hommes résolus étaient dans le camp de l'ennemi et que nous n'avions personne à leur opposer en cas de conflit. La mauvaise foi n'est pas efficace à long terme contre la mauvaise conscience qui se manifeste par des maladies. Se mentir à soi-même, c'est devenir une conscience inconsciente d'elle-même. Félix Tallemann est tellement rempli de lui-même qu'il devient opaque à lui-même, incapable de prendre du recul par rapport à soi. La négation, c'est le refus d'existence. Félix Tallemann refuse ce qu'il est. Il fait preuve de déni et de mauvaise foi. Dès l'instant où il a décidé de s'observer pour se juger, il faisait preuve, en un certain sens, de mauvaise foi, car l'observateur modifie l'objet observé, ce qui fait que si l'on s'observe soi-même, on peut toujours essayer d'être autre que ce que l'on est. On se ment à soi-même quand la distance entre le je et le moi est trop longue à franchir. Se mentir à soi-même
a des conséquences désastreuses. Prendre du recul par rapport à soi, c'est courir le risque de ne pas tout voir. La conscience en action est conscience irréfléchie. Le recul nous éloigne trop de nous-mêmes. La liberté de se mentir à soi-même empêche la possibilité de se libérer de son passé. Pour se libérer de son passé, il faut l'anéantir. Si on l'oublie, ce n'est pas possible. Il n'y a de néant que dans l'être. Quand Félix Talma a compris ce que la liberté d'être a fait de lui, il a éprouvé une angoisse intolérable. Il se rend compte qu'il s'était séparé de lui-même. Il veut être en règle, mais se retrouve habité par le désordre de la haine, du mensonge, de la destruction de l'autre. Le code de Félix Talma est très complexe. On trouve des règles, de la rigidité, du mépris, de la misanthropie. Cela peut se résumer en un mot, l'orgueil. On trouve le sentiment d'injustice, le désir de vengeance, c'est le ressentiment. Et enfin, la mauvaise foi, l'oubli, le déterminisme extérieur. Je peux être conscient de mes actes, mais pas de mon action. Tout comme je peux comprendre le sens d'une phrase, mais pas le sens de l'ouvrage dans lequel cette phrase est inscrite. Félix Talma sait ce qu'il fait, mais le sens final de ses actes lui échappe. Focalisé qu'il est, par son but, la main mise sur l'entreprise d'Ardaï. À la fin, il est angoissé parce que sa conscience le trouble, mais aussi parce qu'il se retrouve sans son mentor, Abel Zamian, et qu'il prend conscience des erreurs euphorisantes qu'il a commises pour expliquer ses actes de manière acceptable pour lui, pour se remonter le moral. Parmi les erreurs euphorisantes, il y a l'oubli. L'oubli à propos des Winterberg, par exemple. L'oubli est une coupure, une suspension de la conscience qui génère une opacité qui escamote le soi à lui-même et lui enlève toute lucidité. Une autre erreur euphorisante est le refus délibéré de s'informer sur les conséquences de ses actes. Une autre façon, enfin, de nourrir sa mauvaise foi, c'est de faire taire sa pitié naturelle vers l'autre pour la retourner et la diriger vers soi. Quel horrible fardeau ai-je dû porter pour assumer mes responsabilités. Être de mauvaise foi, c'est se séparer de soi-même en prétendant que le fruit que l'on produit ne correspond pas à l'arbre que l'on est, que le fruit serait une sorte d'accident génétique ponctuel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comment Félix Talma a-t-il inventé Siri? Qui est Marthe Dolomieu à laquelle il rend visite au début du récit? Qui est cet Abel Zamian qui le manipule? Vous aurez les réponses à ces questions en lisant Cris des profondeurs de Georges Duhamel. Mais encore, l'examen de conscience et le serment de sincérité de Félix Talma étaient voués à l'échec dès le début. Car qu'est-ce donc la sincérité sinon un phénomène de mauvaise foi? Qu'en pensez-vous? Il est même arrivé que des juifs collaborent avec le régime nazi. De hauts dignitaires allemands étaient des demi-juifs comme Heydrich ou Erhard Milch. Félix Talma est descendu dans le précipice sans s'en apercevoir, en se mentant à lui-même. Maintenant qu'il y est, il ne sait comment s'en sortir. C'était un idéaliste à la manière d'Eichmann, un homme qui vit pour son idée. Adolf Eichmann, qui participe à l'émigration forcée des Juifs et à leur déportation vers les camps de concentration, se prenait pour un sioniste convaincu. Félix Talma écrit « Je sais maintenant, ce que je ne savais pas encore en ce temps-là, c'est que les hommes sont incorrigibles et qu'ils ne peuvent manquer à leur nature propre. » Par sa perception pragmatique et conséquentialiste de l'entreprise, Félix Talma est un capitaliste moderne, faisant fi des considérations d'ordre moral. Mais vous, comprenez-vous ceux qui, comme Félix Talma, ont collaboré avec les nazis? Comment auriez-vous réagi à sa place sous le régime nazi? Et surtout, vous, comment avez-vous lu le roman? Lisez et relisez, parce que lire, c'est comme dormir en pleine tempête. À bientôt.